Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de no-code rapidement et je vais vous expliquer en tant qu'accompagnant, en tant que travaillant avec des startups, comment ça peut vous aider. Alors, petite précision, bonjour. Je suis une startup, on va dire dans le cadre classique du terme, donc j'ai créé Auto. C'est la première plateforme finalement d'éducation aux technologies no-code. Notre mission, c'est de dire en fait, aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir créer son application sans avoir de prérequis techniques. J'insiste sur le sujet prérequis techniques parce que vous allez voir que dans mon cas, ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi. Je ne m'étends pas forcément sur mon histoire en détail, juste une chose qui est importante, c'est quand j'ai lancé Auto à la base, j'avais pas d'argent, j'avais pas de business model, j'avais pas de plan, j'avais pas de développeur, j'avais pas d'études de marché. En gros, je suis vraiment le vilain petit canard de, on va dire, de la notion d'incubateur au sens classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a dit 1000 fois que j'allais me planter parce que j'avais pas de plan. Allez, JVD. Oui. Bonjour. Je vais reprendre juste cette slide parce que je pense que c'est important. Allez, on la refait. Je pose la question rapidement, mais est-ce que certains d'entre vous ont utilisé le mot no-code en dehors d'une simple appellation, genre ils en ont entendu parler, ou certains ont carrément essayé un peu les outils? Ok, connaissance très basse. Okay. Vous cherchez quoi en venant à cet atelier? Ok. Ok, je vais rester... Moi, je cherche pourquoi aller sur du no-code. Voilà, ok. Pourquoi y aller, en fait. Ok. Ok. Donc je disais tout à l'heure, si je parle trop vite, si je suis un petit peu technique, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut m'arriver. Je peux m'emballer. Vous me dites doucement Thibaut, ralentis un peu, pas de souci. Je me présente, je suis le fondateur d'Auto. Donc Auto, c'est quoi? C'est la première plateforme de formation au no-code, d'apprentissage au no-code. En fait, on a une vision, parce qu'elle est issue vraiment de mon histoire, c'est permettre à n'importe qui de lancer son produit sans connaissances techniques, sans prérequis techniques. Je suis persuadé que toute personne, aujourd'hui en 2023, est capable de créer quelque chose et que c'est pas parce qu'il doit, enfin, pas parce qu'il sait coder ou pas que ça doit être un critère d'élimination. Un deuxième sujet aussi, c'est que ma startup, on a formé dans ma startup plus de 800 élèves. On a passé les 3 ans il y a une semaine. Donc on est passé dans le gap, on va dire, de survie. On a passé la phase de survie, on va dire. 10 000 utilisateurs plateforme. On a levé des fonds en 2022 et surtout on a 0 développeur en interne. Donc une startup qui fait de la tech, qui n'a pas de développeur, c'est assez rare. Mais vous allez voir que c'est totalement possible. J'ai été le pire élève du parcours entrepreneurial. J'ai fait BGE à l'époque, j'ai pas beaucoup aimé. Enfin, moi, je suis plutôt quelqu'un qui a du mal avec l'administratif. Et je me suis lancé sans argent, sans business model, sans études de marché, sans développeur. Comme on dit à Marseille, à l'arrache, clairement. Et ce qui est bien, c'est que ça a marché, en fait, parce que ma seule compétence réelle, c'était vraiment de savoir utiliser un outil no-code. Alors, je reviendrai derrière ce que ça veut dire de se lancer comme ça, mais vous allez voir que... je dis que j'ai pas été accompagné, en fait, c'est l'accompagnement après le produit qui a été vraiment intéressant pour moi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le no-code? Le no-code, c'est l'ensemble des outils qui vont permettre de créer, développer, maintenir une solution numérique sans avoir à écrire de lignes de code. Alors c'est important, je précise, sans écrire de lignes de code, ces outils utilisent quand même du code pour fonctionner. Je le précise, c'est pas des outils magiques qui fonctionnent tout seuls. Les outils quand même sont codés par des développeurs. Donc la logique est similaire à ce qu'on peut voir au niveau du code. En fait, on va utiliser des logiques proches dans la base de données, dans l'écriture, etc. Et en fait, ça veut dire qu'on n'est pas l'ennemi des développeurs. C'est important de bien le comprendre. C'est qu'au contraire, on va faire un lien avec eux. C'est juste que notre langage de programmation sera visuel. Enfin, dernier sujet, no-code versus low-code. Très souvent, vous avez entendu les deux termes. En fait, no-code, c'est ce qui ne nécessite pas de code pour être utilisé. Low-code, c'est ce qui va nécessiter environ 20% pour être utilisé. Ça peut être dans la base de données, ça peut être aussi à l'hébergement. Ce sont des éléments qui vous nécessitent à un moment d'avoir une compétence en termes de développement informatique. Même si c'est pas, on va dire, 100%, c'est quand même un outil qui est adapté plus à des personnes qui ont un gros background. Ok ? Il existe plus de 1000 outils, je ne vais pas tous vous les faire, c'est marrant, je répète les mêmes vannes, c'est compliqué. Là.
Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces outils, il y a différentes catégories qui font des applications web, des sites, des applications mobiles. Je vous en présenterai quelques-uns rapidement après. Ce qu'il faut savoir, c'est que le no-code est devenu aussi une caractéristique dans le langage commun de tous les outils qui ne nécessitent pas de code. On va dire que cette simplification, elle est reprise par d'autres outils en termes marketing aussi. L'IA no-code, par exemple, c'est devenu en fait l'IA qui ne nécessite pas d'être utilisée, enfin de code pour être utilisé, comme ChatGPT. Par exemple, vous n'avez pas besoin de savoir coder pour l'utiliser. C'est bon. Il y a des gens qui prennent des photos alors que la première slide, je l'avais fait pareil, je comprends pas. C'est bon? Alors, la logique commune à tous les outils, c'est qu'ils vont toujours avoir la volonté de simplifier les choses à travers 3 gros niveaux. Déjà, le visuel. On va dire que les interfaces sont assez simples. On va pouvoir déposer des éléments par soit clic, soit glisser-déposer. Le but, c'est que vous prenez un élément, vous le déplacez, il apparaît sur votre page et vous pouvez composer votre page de manière totalement libre. L'intérêt des outils no-code aussi, c'est qu'ils doivent être personnalisables sans pour autant avoir de template bloqué ou bloquant. Par exemple de WordPress, souvent WordPress, vous utilisez sans plugin ajouté, et en fait vous avez juste une page sur laquelle vous pouvez juste écrire. Là, c'est le même. Là, le but, c'est pas justement d'aller là-dedans, c'est au contraire de pouvoir tout personnaliser visuellement. Ensuite, le langage de programmation visuelle, c'est une partie importante. On appelle ça souvent des workflows selon l'outil qu'on utilise. C'est l'idée d'avoir des interactions qui soient totalement gérées visuellement. Vous n'avez pas besoin de coder pour faire des interactions complexes. Par exemple, quand je clique sur un bouton, il va se passer telle action. Ou alors quand j'arrive sur ma page, un utilisateur, on va lui demander de se connecter si ce n'est pas le cas. Tout ça, c'est géré visuellement. Je vous ferai une démonstration en 3 secondes après. Vous allez voir, c'est extrêmement facile à utiliser. Et l'objectif, c'est que ce soit utilisable pour tout le monde. Ensuite, l'accès à une base de données qui peut être interne ou externe, ça veut dire qu'il peut être compris dans l'outil ou qui est un autre outil aussi à part, qui va permettre de lire, créer, modifier et supprimer les données comme le ferait une application en code. C'est ça qui va donner toute la puissance finalement d'une application qu'on appelle no-code. Enfin, pour les plus techniques, c'est le côté API, c'est que vous pouvez vous connecter à tous les outils qui existent sur Terre grâce à un système d'API. Est-ce que vous savez ce que c'est les API ? Ok. Alors les API, ce sont, on va dire, je vais le simplifier, je vais vraiment le vulgariser, ce sont des bouts d'applications qui vous permettent de vous connecter à d'autres applications en échangeant de la donnée. En gros, vous connectez un outil de formulaire, l'outil de formulaire que vous connectez à un site web, l'outil de formulaire et l'outil de site web vont pouvoir échanger de la donnée et donc pouvoir travailler ensemble, tout simplement. Ces outils peuvent bien sûr se cumuler. Ça, c'est un exemple de stack, donc d'ensemble d'outils que j'utilise en interne. J'utilise Framer pour créer mes landing pages, j'utilise Webflow pour faire mon site totalement. J'utilise Bubble pour faire ma plateforme où j'ai tous mes utilisateurs. J'utilise Make pour interagir avec mon CRM HubSpot, parce que HubSpot est très très chiant à connecter tout seul. Et enfin, Notion pour la gestion de projet. Alors, est-ce que peut-être Notion c'est le plus connu d'entre tous? Est-ce que vous connaissez tous Notion? Alors sachez que Notion, c'est un outil d'éditeur de texte à la base avec beaucoup de fonctionnalités. Et si vous préférez Notion, si on le regarde un peu en détail, Notion, ça permet de gérer toute ma page, toute ma gestion de projet entre les différentes équipes. Et si vous préférez, ce qui est impressionnant, c'est que en fait, c'est comme un document avec un ensemble de listes de documents à l'intérieur qui vous permet d'accéder à des dossiers, etc. Mais que dans ces dossiers, dans ces documents, ils peuvent parler entre eux. C'est comme si je vous disais un drive avec des Google Docs, sauf que dans les Google Docs, il y a des liens vers d'autres documents qui eux-mêmes font référence à d'autres documents. Et ça vous permet de faire plein de choses, des Kanban, de la gestion de projet, des questionnaires, tout ce que vous voulez. Et de plus en plus, ça rajoute de l'automatisation, donc on peut aller encore plus loin. Et tout ça en mode collaboratif, bien entendu. Hop. Maintenant, à quoi ça ressemble à l'intérieur d'un outil no-code? Donc là, c'est le petit côté démonstration. Heureusement qu'il y a un écran, ce serait plus pratique comme ça. En gros, je vais vous présenter quelques outils. Ah, mais depuis tard, vous voyez en mode... Non, c'est comme ça. J'ai une peur, il faut tout refaire. Allez, encore une fois. Donc, je vous montre rapidement à quoi ressemblent les interfaces. Donc, vous avez l'interface de Webflow, qui est une interface qui va être vraiment dans la partie création de site. Donc là, vous avez l'interface avec votre page. Dans la page, vous avez différents éléments. Donc là, vous voyez le menu en fait à droite. Et vous pouvez rajouter des composants, comme je vous disais. Et par simple glisser-déposer, je le dépose et il apparaît directement dans ma page, juste en dessous. Donc là, pour le coup, je vais le reprendre ici. Je vais rajouter un texte plutôt. Hop. Voilà, il vient de s'ajouter, tout simplement.
Là, c'était une interface de site web, donc vous avez un truc un peu designer, parce que Webflow est réputé pour des designers, c'est-à-dire pour ceux qui vont faire des interfaces complexes avec de l'animation, du visuel, des trucs très très propres. L'objectif derrière, quand vous regardez des sites en Webflow, je vous montrerai après quelques exemples de sites, c'est de faire quelque chose qui est très poussé et très beau. Ensuite, vous avez Bubble, mon préféré. Donc là, on va être sur une logique légèrement différente, où là, on va mettre en avant pour l'application web le côté interaction. C'est-à-dire que vous allez avoir une page avec vos différents éléments qui vont se rassembler juste ici. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir voir vos éléments, pouvoir en rajouter, même principe. Hop, vous le posez sur votre page, ça fonctionne. Et derrière, toute la partie workflow, c'est avec toutes les interactions qui sont sur ma page. Là, je suis sur une connexion. Et bien, en gros, c'est quand je clique sur connexion, qu'est-ce qui se passe? Je log l'utilisateur. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Et je l'amène à une autre page, etc., etc. Et tout ça, c'est sur la forme de blocs avec d'espèces de la programmation visuelle. Ensuite, je vous présente rapidement Adalo. Donc Adalo, c'est un outil qui est plutôt bien pour commencer parce que pour le coup, c'est la même chose que Bubble mais adapté à de l'application mobile. Donc là, pour le coup, on va pouvoir carrément lancer son application sur les stores iOS et Android. Et là, pour le coup, c'est pareil, on a des composants. Ces composants, on peut les déplacer. Je peux les mettre ici, par exemple, je peux les mettre où je veux, ça c'est assez pratique. Je vais pouvoir utiliser des listes de ma donnée, etc. Et à partir de là, je vais pouvoir carrément donner des actions à mon bouton. À ce moment-là, j'ai envie de créer une action, je vais pouvoir ajouter des notifications, me linker à un autre écran, envoyer de la donnée, bref, je ne rentre pas forcément dans le détail. Et enfin, Make, c'est un outil un petit peu à part. Vous connaissez Zapier? Zapier, c'est un outil assez connu aussi. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un outil qui va me permettre de faire des automatisations. Il n'a pas d'existence propre, il n'a pas d'affichage visuel, on va dire, pour lui-même. Lui, tout ce qu'il fait, c'est configurer des services entre eux, des API entre elles. Ce qui est pratique, c'est que, imaginez demain, vous avez un Google Doc, enfin, vous avez un Excel, plutôt, je vais le dire comme ça, un Google Sheet, du coup, et que ce Google Sheet, à chaque fois, vous rajoutez un écrit dedans, ça va lancer un post sur les réseaux sociaux. Par exemple une idée comme ça, et bien des outils comme Make ou Zapier vous permettent de le faire. Et en fait, là c'est l'exemple que je vous ai donné. J'adore les souris, c'est hyper bien. Là, vous avez un outil qui vous connectez votre compte Instagram. Votre compte Instagram va justement être connecté à travers différentes bulles qui vont créer des chemins, et ces chemins vont vous permettre de répartir les actions. J'aime bien, c'est extrêmement visuel. En plus, c'est très très fun, les petites boules comme ça. Et ça vous permet de créer des scénarios complets. Et pareil, quand vous regardez le nombre d'outils qu'il y a, vous avez quand même énormément d'outils possibles. Vous avez à peu près une liste de... J'ai pas compté, hein, mais il y a beaucoup d'outils. C'est beaucoup d'outils. Mais en fait, ça vous permet d'interagir sur beaucoup de sites et il vous donne aussi des templates qui sont préfaits. Donc c'est assez pratique. Et ça vous donne des idées, par exemple, sur comment envoyer une nouvelle donnée Google Drive sur Telegram, etc. Et en fait... La seule limite, en réalité, c'est votre imagination. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que même si j'utilise un outil no-code comme Bubble, qui permet de faire l'API en lui-même, je vais pouvoir contrôler vachement mon système et même contrôler ma boîte. C'est-à-dire que autant on peut accompagner les gens, mais autant on peut utiliser des services pour votre société, votre structure, pour automatiser tout ce que vous souhaitez. Nous, on fait beaucoup de gestion de tickets à travers Notion et vous voyez, on envoie un ticket quelque part dans un outil et l'outil va se charger de comprendre l'outil, de comprendre le ticket, de le renvoyer sur les pages Notion associées et de mettre les équipes dedans associées. Donc on va comme ça automatiser tout ce qu'on va faire dans sa boîte et ça va être extrêmement pratique pour finalement ne plus avoir à refaire les mêmes tâches éternellement parce qu'on sait que en général quand vous faites une fois, deux fois la tâche, moi ça me gonfle, après je la fais plus. Donc au moins on a trouvé un moyen de me bloquer. C'est quel langage, Adalo? Comment? Ça, c'est l'outil, c'est Make. Il n'y a pas de langage de programmation qui sont derrière. Je sais que Adalo, c'est du React. Là, pour le coup, il n'y a pas de langage à proprement parler parce que c'est l'outil qui va gérer juste les connexions API. Donc, c'est lui, il va juste faire les connexions et il va relier les éléments entre eux. Ah, d'accord. Du coup, s'il veut publier sur Windows et Android, il n'y a pas déjà... Non, il n'y a pas besoin. Là, pour le coup, c'est pas un outil de création d'application. D'accord. Adalo, pour le coup, là, qui a créé des applications, c'est du React. Donc, beaucoup plus sur un sujet, effectivement, un peu tech. Et Bubble, c'est pour donc des sites internet? Applications web et sites internet. Il y a capacité aussi de faire des sites, des applications mobiles, mais je ne vais pas en rentrer dans le détail. Non, c'est Adalo pour le mobile et c'est Bubble pour le web. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec des outils no-code, c'est-à-dire à quel moment vous allez vous dire, ok, est-ce que ça ressemble à du no-code ou pas? Je vais vous montrer quelques exemples. Et c'est là où je trouve ça très très intéressant, c'est qu'actuellement, il y a très très peu de moyens de faire la différence entre un outil qui est codé et un outil qui est no codé, en quelque sorte. Là, je vous ai montré des templates qui sont extrêmement intéressants. Donc là, vous voyez une application faite en Bubble. Imaginez que vous voyez une application. Je suis en double écran ou... Attendez. Non, je sors juste de la présentation, je pense.
Hein, c'est pour ça. Ok. Très bien. Super. Donc là, c'est une application à la Airbnb. Donc c'est un template qui a été fait. Et en gros, vous avez la capacité. Donc là, hein, tout ce qu'on voit, c'est à la fois un petit peu de site web. Et vous avez aussi les interactions. C'est-à-dire que ce qu'on vous met là, en fait, c'est pas pour vous montrer un exemple, c'est pas une image, c'est réel. Et là, vous avez la capacité à faire une recherche. Le système charge, vous donne les annonces. Alors c'est un exemple, donc je ne peux pas vous contrôler ce qu'il y a mis dedans. Vous avez des annonces qui ont été proposées. Vous cliquez dessus. Vous avez, comme Airbnb, des images, les photos possibles. Vous avez le prix de la nuit, le booking possible. Vous vous connectez. Bon, j'ai une démo login, donc je vais le faire en démo login, hein, clairement. Et vous pouvez, alors je ne sais pas s'il y aura l'interface de paiement. Ah, pardon, je suis propriétaire en plus de ce truc, donc je ne peux pas le faire. On va chercher une autre. Propriétaire de tout là, ça m'énerve. C'est pour ça, mais je suis admin, je pense, donc je vais vous montrer un peu le dashboard. Et ça, c'est tout fait en no-code, hein. Il n'y a pas une ligne de code à l'intérieur. Si je vous l'avais montré dès le début comme ça, vous n'auriez pas pu faire la différence avec un Airbnb classique. Là, c'est un cas de marketplace. C'est un des cas les plus utilisés en no-code. Alors là, vous allez me dire, oui, Thibaut, peut-être que effectivement le design est semblable à d'autres. On va regarder un autre cas, voir si effectivement c'est semblable. Là, je vous ai sorti un autre exemple. Ça a été fait avec Bubble, ouais. La plupart des sites que j'ai montrés sont faits avec Bubble parce que je suis expert Bubble et c'est vrai que j'aime bien Bubble, voilà. Honteusement. Là, ensuite, c'est un système de dashboard. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que très souvent, quand on a envie d'avoir des outils internes, on va avoir besoin de graphiques, de gérer toute sa base. Et donc là, on va avoir besoin, on va dire, de graphiques pour avoir des statistiques. Le sujet CRM, le sujet gestion de projet. Tout ça, alors là, on ne parle pas d'image, hein, c'est pareil, c'est des vrais graphes hein, avec des vraies données. Et tout ça, c'est fait pareil en Bubble. Donc on a son dashboard avec ses chiffres et on peut gérer toute sa stratégie interne comme ça. Nous, sur notre plateforme, on gère tout ça sur nos chiffres pour savoir les utilisateurs connectés, etc. Tout ça, pareil, pas une ligne de code. Parce qu'il y a des plugins qui vous permettent de rajouter des éléments visuels beaucoup plus facilement que la normale. Ensuite, on va regarder un peu des nouveaux designs. Donc pareil, pour la réflexion, oui, le no-code, tous les sites se ressemblent. Là, c'est un site, on va dire, qui va ressembler à Udemy, à Code Academy, plutôt. Et là, c'est pareil, c'est un site de cours où vous allez pouvoir prendre un cours, cliquer dessus, avoir accès, commencer le cours, voir les vidéos, vous ajouter sur le cours, vous connecter, etc., etc. Tout ça aussi, c'est pareil, pas une ligne de code. Aujourd'hui, on arrive à 90% de fonctionnalités similaires à celles qu'on a en code. Et selon les use cases, on peut quasiment aller à 100%. Les sujets de code vont être vraiment spécifiques sur des sujets très particuliers qui vont être des sujets technologiques, des sujets d'algorithmie par exemple, ou des sujets vraiment de services spécifiques. Nous aujourd'hui, par exemple, dans la deep tech, on déconseille aux gens d'aller dans le no-code dans la deep tech, mais pour tout le reste, avec l'IA maintenant qui se connecte, c'est ça qui nous donne encore plus de puissance par rapport à ce qu'on veut faire. Donc vous voyez, pour vous montrer à quel point on peut aller loin sur ce type d'outils. Et maintenant, de plus en plus, on commence à voir des outils qui sont assez intéressants, c'est-à-dire des outils qui vont prendre l'IA et qui vont proposer des services d'IA. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les services d'IA, il y a des outils comme Runway, il y a plein de choses qui vous donnent accès à des services d'IA qui peuvent utiliser la technologie pour ça. Mais par exemple, ça, ce sont des services qui vous permettent de proposer sous la forme de microservices, par exemple de générer des voix, de générer des images. Enfin, je pense que vous avez un petit peu vu sur Internet en ce moment. Et en fait, vu qu'on se connecte par API et qu'on a accès à tout, on va pouvoir s'amuser aussi. Par exemple, je vais utiliser ça, je vais faire une voix soft et je vais générer la voix. Oui, effectivement, c'est totalement... Mais ça marche, c'est ça l'intérêt. Ça marche. Ok, je reprends la suite, je ne vais pas tout montrer non plus, mais pour vous montrer aujourd'hui, si je vous fais un quiz entre l'application no-code ou pas no-code, je pense que vous seriez étonnés. On va revenir un peu sur le cadre complet.
c'est que l'avantage du no-code, c'est que c'est déjà 5 fois moins cher que le code. Pourquoi ? Parce que vous prenez des profils qui se sont formés de manière moins longue, on va dire, et qui sont techniquement moins chers. De l'autre côté, vous êtes aussi beaucoup plus rapide que le code, 5 fois plus rapide en moyenne. Alors une fois de plus, c'est finalement très relié à la technologie. C'est quand vous avez un outil qui vous permet de faire des use cases très spécifiques, finalement les use cases sont très fléchés. Donc plus avec quelqu'un d'expérience, vous allez encore plus vite, ce qui aussi explique la réduction du prix. Enfin, l'accessibilité. 1 à 3 mois pour un profil viable sur le marché, ça va dépendre de l'outil. Nous, on crée des profils experts en 3 mois environ, contre 18 mois pour le code à un niveau junior. Je vous laisse imaginer la différence de prospective. En termes d'évolution de popularité, il faut savoir que les outils ont popé, on va dire, sont sortis à peu près en 2019. Le premier terme no-code est sorti en 2019. C'est pas très très vieux. Ça a été popularisé notamment avec le Covid et on le voit comment ça a évolué. Et même en 2022, ça commence à se lancer parce que les outils ont commencé à se populariser, à lever beaucoup d'argent. Et surtout, il y a un phénomène intéressant et pourquoi ça continue à se populariser, c'est que la crise financière aide notamment les outils no-code, parce que quand vous avez moins d'argent et moins de développeurs disponibles, eh bien le fait de transformer les entrepreneurs en makers est très intéressant. Et du coup, ils prennent en popularité, notamment aux US. En France, on n'est pas en retard tant que ça. Pour le coup, on est le 3e marché au niveau mondial pour les éditeurs. On a déjà une communauté de plus de 12 000 membres, une communauté associative No-Code France qui va gérer l'ensemble des acteurs du no-code de manière large. On a eu un premier No-Code Summit en France et les éditeurs viennent régulièrement en France, pour le coup, parce qu'on est une terre qui travaille beaucoup sur le no-code et surtout sur des premiers outils no-code qui sont français. On a des outils no-code français. C'est hyper intéressant. Alors, pourquoi le no-code est devenu si important ? J'en parle beaucoup parce que je trouve que c'est important de bien comprendre pourquoi ça a pris de l'ampleur. Déjà, vous l'avez vu, il y a eu une vague Startup Nation depuis 2012, 2015, on va dire, ça a bien avancé avec le gouvernement. Il y a eu beaucoup de bulles d'investissement qui a grossi, notamment dans la tech. Qu'est-ce qui se passe quand une bulle d'invest grossit ? On recrute les meilleurs développeurs de la place. Le problème, c'est quand les grosses boîtes récupèrent les meilleurs, il ne reste plus grand-chose pour les autres. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est fait face à une pénurie de développeurs qualifiés. Non seulement le coût d'accès à la ressource est devenu extrêmement compliqué, mais à maintenir aussi, c'est devenu compliqué. C'est-à-dire que les boîtes se battent pour gagner ces ressources, et le problème, c'est que les développeurs vieillissent avec le temps aussi. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on retrouve une nouvelle saturation du marché au niveau junior, parce que tout simplement, les écoles de code qui ont été sur des formations très souvent courtes ne permettent pas d'avoir des profils assez expertisés, qui ne veulent plus être pris par les entreprises. Et on se retrouve avec beaucoup de juniors qui n'ont pas le niveau nécessaire par rapport aux boîtes qui ont besoin de grosses expertises techniques versus des développeurs seniors qui sont en totale pénurie parce que pour le coup, on leur demande d'être, on les chasse pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que vous êtes développeur senior, on vous débauche quasiment quand vous entrez en entreprise, vu le niveau et la rareté de la ressource. Et de l'autre côté, il y a eu des facteurs d'opportunité. Maturité des technologies no-code, en général on a tendance à l'oublier, mais certains outils ont 10 ans. 10 ans, c'est énorme. Et 10 ans, on n'en a pas entendu parler pourtant. Pour le coup, Bubble a 10 ans et ça a été créé par un Français et un Américain. Il y a 10 ans, c'était WordPress, la star. Ils ont rongé leurs freins pendant 10 ans quand même. C'est beau. Il y a aussi l'arrivée des makers. Donc là, c'est plutôt un sujet américain. C'est que sur Product Hunt, on a beaucoup plus vu. Avant, c'était beaucoup plus des équipes et des développeurs qui se mettaient en avant. On a commencé à avoir des personnes qui n'avaient pas de compétences en tech lancer des produits sur Product Hunt. Ça a surpris tout le monde et les gens commençaient à se demander mais pourquoi ces gens-là, comment ils font pour se lancer ? Et on a vu, il y avait un outil derrière, 2 outils derrière. On s'apercevait que les services proposés n'étaient pas dépendants des technologies mais des outils qui étaient assemblés pour proposer un service. Et c'est ça qui a commencé à lancer une vague de makers. Et aussi, dernier point, qui est un sujet qui moi me touche personnellement, c'est la limite des systèmes traditionnels de création d'entreprise. Très souvent, on met le produit en dernier. C'est-à-dire qu'on vous donne les ressources financières pour acheter le produit après une étude de marché, un business model qui sert finalement à obtenir en général ce crédit bancaire. L'objectif aujourd'hui, c'est plutôt d'inverser la tendance et de faire passer le produit avant tout le reste, parce que c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes, surtout pour vous accompagnateurs. Accompagnatrices ? Accompagnants, je l'avais presque. Je défends aussi une nouvelle façon de concevoir. Je pense que vous connaissez tous la notion de MVP. Parler de premier produit, c'est un produit qui a l'objectif de passer vraiment le sujet du product market fit, c'est-à-dire vraiment de tester ses hypothèses et d'arriver à tout faire. Eh bien, en no-code, on peut transformer le MVP en machine à tester son marché, à prototyper, à étudier le marché, à faire tous nos tests, à valider le concept, à analyser le business. Mais surtout, ce qui est intéressant avec le MVP, c'est que ce sont des données que vous allez étudier. Ce ne sont pas des perceptions ou des projections. Et ça, c'est très intéressant. Alors, avant, j'avais mis la méthode, mais ma slide durait 2 heures, donc je vous la donnerai en off pour ceux qui sont intéressés. Merci Marie pour la reco.
L'avantage du MVP, c'est que je trouve que ça donne une ampleur qui est incroyable. C'est que le MVP déjà est peu cher, il est accessible, il est illimité, il est maîtrisé et constructif. En fait, il est limité dans quel sens? C'est que vu qu'il ne coûte pas d'argent à faire, mais seulement du temps, en fait, vous n'avez pas de limite d'usage. C'est-à-dire que même si vous faites un MVP tout pourri et que vous vous échouez sur ce MVP, vous avez juste à le reprendre, à le modifier, à le changer. Votre compétence derrière de création, elle n'est pas impactée. Vous pouvez toujours faire plus, faire mieux. Et finalement, vous n'arrêtez jamais votre cycle d'entrepreneuriat. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai créé 5 boîtes, j'en ai planté 5. La 6e, c'est Auto. Et grâce à ça, au final, ça ne m'a pas coûté plus cher en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, vous n'avez pas de limite à faire du product market fit parce que vous n'êtes pas dépendant de développeurs, vous n'êtes pas dépendant d'agence, vous n'êtes pas dépendant d'argent pour le faire. La seule chose qui joue contre vous, c'est effectivement le temps. Ça, c'est une autre question. Effectivement, mais le temps pour vivre, pas le temps pour développer. Surtout en 2023 où l'accès au financement de type pré-innovation est plutôt difficile, ou en tout cas plus élitiste. Je vous donne des résultats. Ça, dans notre parcours, on a eu pas mal de gens qui ont lancé des applications et en fait, dans nos parcours, on a, on va dire, à peu près une bonne moitié des personnes qui viennent pour créer des startups, pour créer des propres projets. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces projets, il y a 25% qui vont créer réellement leur produit dans les 6 mois. 25%, c'est bien, ça pourrait être c'est pas le maximum forcément. Certains sont accompagnés, donc on a des accompagnements comme chez HEC ou chez notamment Accélérateur Innovation Sociale de la Croix-Rouge, comme Andineo. Et ce qui est intéressant, c'est que tous disent la même chose, c'est qu'en fait, ils étaient accompagnés sur autre chose que le produit, et le produit change tout, et l'accompagnement prend tout son sens une fois que le produit est présent. Parce que les compétences en vente, les compétences, on va dire, en marketing, les compétences, on va dire, en anticipation du business plan, prennent son sens quand on peut avoir des données et quand on peut gagner aussi de l'argent avec son produit. Ça change tout simplement. Et tous les produits que je vous ai mis, alors Caroline, elle est en train de finaliser son produit, mais tous les outils existent réellement. On ne parle pas d'outils où je vous présente quelque chose parce que c'est joli. C'est chiant ça, l'écran il s'enlève pas. Ok. Attendez. Voilà, en 2 secondes. Par exemple, MyLeasy, c'est pareil que je vous présentais tout à l'heure. MyLeasy, Vanessa, elle travaillait en dehors de son travail pour faire ce projet. Donc elle était vraiment en mode side business. Du moment qu'elle a créé la moitié des fonctionnalités pour finalement pouvoir se lancer en autonomie et ensuite créer son propre service. Et là, on est sur un service type marketplace. Vous avez une prestation, vous avez une localisation et vous avez accès à tous les services. Et là, c'est pareil, vous vous dites oui, mais pour le coup, là, peut-être qu'on n'est pas sur une startup, sur une scale-up. Mais on est sur une startup quand même. Et sur une startup qui ne consomme pas d'argent, ou presque, pour fonctionner et pour être itérée. Et c'est ça, finalement, la force du no-code. Après, vous avez des outils, et que j'aime beaucoup, c'est des outils qui vont être beaucoup plus dans le sujet de l'inclusion, parfois, on va dire, des business qui sont compliqués à rendre viables. Très souvent, sur des business, on va dire, d'accompagnement. Andineo, c'est une solution pour l'inclusion des personnes handicapées en entreprise. Ils étaient incubés, mais pareil, pas de solution technique ou des devis extrêmement chers. Eh bien, il a créé son propre outil pour tester l'éligibilité des personnes en situation de handicap. Et il vous donne des fiches récapitulatives, des audits d'entreprise pour vous permettre justement de pouvoir inclure des personnes dans le système du handicap. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, à la base, elles étaient finalement dans un incubateur et elles ne pouvaient pas avancer plus loin que la sphère technique et elles n'avaient pas l'argent pour le faire. Et à ce moment-là, quand vous proposez de ce type de produit, vous changez toute l'expérience. Je pourrais vous en donner des dizaines, mais on a quelques entreprises avec qui on travaille et quelques incubateurs qui eux aussi ont des résultats énormes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous remarquez, j'ai la moitié de femmes. Et on m'a coupé l'électricité et on a eu 15 minutes de moins que les autres. Et il y a eu 15 minutes de retard. Je pense une demi-heure, ça peut être pas mal. Ok, ça va. Je négocierai dans 15 minutes. Vous remarquez aussi la moitié de femmes. On a les plus gros taux d'entrepreneuriat féminin par rapport à la sphère classique. Pourquoi ? C'est parce que tout simplement, la plupart des personnes qui viennent en formation, elles sont dans des circuits où elles n'ont pas forcément confiance. C'est le fait d'avoir de la technique et donc d'avoir, on va dire, quelque chose de tangible, ça leur permet d'avoir confiance en elles et donc d'avancer beaucoup plus loin que les autres, tout simplement. Mais par contre, effectivement, on a remarqué que ce sont les entrepreneurs qui durent le plus longtemps. C'est-à-dire qu'ils peuvent durer 6 mois, 1 an sans problème et qui sont très focus, alors que les garçons en général arrêtent beaucoup plus tôt. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est des outils qui permettent d'aller vers la commercialisation beaucoup plus rapidement. Oui. Pas que sur la partie test technique. Ah non, pas du tout, au contraire. Non, notre but, c'est le product market fit, c'est-à-dire vraiment pouvoir lancer des boîtes. Merci pour c'est la prochaine slide en fait. Mais le truc n'a pas marché, putain, j'aurais dû faire tac comme ça. Putain, non. Là, ce sont les boîtes qui, en France, ont levé de l'argent grâce au no-code. On n'est pas sur des petites séries seed, on est sur carrément des séries A. Enfin, on est sur du 15 millions, du 12 millions. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas leur première levée, donc c'est-à-dire qu'ils vont des levées cumulées, donc les investisseurs ont confiance. Il y a vraiment
un préjugé sur le fait qu'on peut pas lever en no-code. Non, on peut totalement lever en no-code et des grosses boîtes peuvent aussi utiliser le no-code. Shopify, Lyft, Yamaha, HP, Danone utilisent du no-code. Alors c'est marrant parce que Danone il utilise depuis à peu près 5 ans. Donc c'est assez rigolo. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ne veulent pas forcément toujours en parler. Pour quelques raisons spécifiques, c'est un avantage concurrentiel énorme quand vous avez ce type de développement en interne. Mais surtout que vous avez aussi des sujets d'appropriation et on va dire, de souveraineté des données, Selon les types de données que vous utilisez, vous avez des sujets de données santé qui aujourd'hui, actuellement, selon les outils no-code, ne peuvent pas être adressables forcément. Certains outils sont américains et forcément le Privacy Shield, maintenant ça a été statué, donc il y aura des sujets de RGPD qui maintenant sont compliant. Mais il y a quelques années de ça, c'était pas le cas. Heureusement, maintenant des outils permettent de le faire, mais à l'époque, c'était pas forcément le cas, donc ce sont des informations qu'on ne communiquait pas forcément. Maintenant, je voulais vous parler effectivement de l'avantage dans l'accompagnement. Alors c'est l'image de Grégoire parce que c'est toi plus moi. J'aimais beaucoup cette blague ce matin, je suis pas sûr que ça fonctionne très très bien finalement. On va la garder comme ça, on la coupera pas au montage. L'idée c'est finalement, avec des outils no-code, vous allez énormément réduire le temps d'accès à un produit. Et comme je vous l'ai dit, c'est juste d'inverser la tendance. Ne mettez pas le produit à la fin, mettez-le au début. Ça va donner énormément de sens à tous les conseils que vous allez donner. Parce qu'aujourd'hui, les conseils qu'on donne sont très théoriques parce qu'ils ne peuvent pas être appliqués sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de clients. Je veux dire, aujourd'hui, quand on me donne des cours marketing sur comment vendre, alors que j'ai pas de produit, ça va être difficile de me lever tôt pour aller vendre quelque chose qui n'existe pas. Bon, je peux être très très bon, mais quand même, à bout d'un moment, il faut que je serve le client. Et la théorie de la landing page, que j'ai beaucoup aimé à un moment, vous savez, celle qui était donnée par The Family, au bout d'un moment, c'est un peu le phénomène Brace, c'est-à-dire que quand vous avez toutes les mêmes personnes qui utilisent le même système, les gens, finalement, ils y croient plus. Donc du coup, ils n'y vont plus, et ça sert plus à rien. Même principe, quand vous mettez une dominante, vous mettez une page où vous demandez encore une fois un mail, le mail maintenant a repris de la valeur. Donc maintenant, les gens ne veulent plus le laisser. Ou laissent des mails fake. Et donc ces cas-là, ça ne veut plus rien dire. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un sujet de proposer un vrai produit et de pouvoir accompagner à partir de ce produit. Il y a un sujet aussi d'annuler les coûts techniques. Quand vous permettez à quelqu'un de ne pas dépenser 30 000 € dans un crédit pour un produit, vous mettez 30 000 € ailleurs. Ça peut être dans le marketing. Et moi, personnellement, je dirais qu'un entrepreneur ne doit pas dépenser un seul euro dans sa technique, dans du code, la première année de son lancement. Mettez tout dans le marketing. C'est tout bête, mais au moins, vous avez une réponse rapide de qui va fonctionner, qui va vous voir et qui va vouloir acheter. Et ça, c'est un énorme gain. En termes d'achat aussi, c'est quelque chose qui change beaucoup. C'est que du moment que vous avez un moyen de paiement et qu'un entrepreneur se fait payer même 10 balles pour son service, c'est une première preuve de valeur. Combien d'entrepreneurs peuvent se targuer d'avoir une preuve de valeur dans son accompagnement à un instant T quand il n'y a pas de produit? C'est très rare. Ça change tout. Et enfin, accompagner sur le réel et non sur l'hypothèse. Quand vous avez des données qui sont issues de l'usage, ça change tout. Croyez-moi, ça vous donne aussi un poids et une crédibilité qui vous permet de travailler avec de la métrique et donc de l'augmentation d'une métrique fixe et non d'une métrique théorique. Ce qui change aussi beaucoup. J'ai respecté mon timing. Je vous ai fait un petit cadeau à la fin, avant de passer à la phase question. Je vous ai fait un petit carnet d'introduction avec toute la théorie que je vous ai expliquée. Il vous suffit de scanner le QR code. Il y a un mail forcément demandé. On ne change pas. Mais vous avez un document Notion avec le résumé de tout ce que je vous dis, quelques vidéos aussi. Je vais sûrement rajouter la présentation, comme ça vous l'aurez. Comme ça, vous avez tout pour vous souvenir des éléments et avoir le détail de ce qu'il y a. C'est un formulaire Airtable d'ailleurs, donc tout est en no-code encore une fois. Je mange no-code, je vis no-code. Je vous laisse à l'écran de toute façon pour poser vos questions en même temps. Oui. Question. Est-ce qu'il y a des outils no-code pour faire des jeux vidéo? Alors, il en existe, on ne les considère pas en termes de no-code parce que très souvent, c'est des éditeurs de jeux, ils sont très spécifiques, puisque là, on ne rentre pas dans un cadre, c'est des moteurs de jeu en fait. Mais beaucoup de moteurs de jeu permettent de faire ça. On ne les appelle pas no-code, mais ce sont des moteurs de jeu en soi. Unity, par exemple, est un moteur de jeu. Tu peux rajouter autant des systèmes de code que pas forcément code. En fait, ils ont vraiment fait un travail de leur côté parce que c'est... Ouais. Ah, mais oui, mais ils ont fait... C'est vrai que aujourd'hui, c'est... Alors c'est peut-être le terme qui est pas bon, c'est vraiment quelque chose qui est dans la même logique, utilisable en un outil qui a une prise en main ultra rapide. Ouais, il y a Celestium aussi qui sont tentés de faire quelque chose comme ça. C'est difficile à définir aujourd'hui, ça dépend le type de jeu que tu veux, enfin il y a beaucoup de critères. J'ai déjà donné. Ok. Moi je suis inquiète, donc je pose la question de la sécurité. La sécurité à deux niveaux. J'y connais pas grand-chose en numérique, mais j'ai l'impression que les mises à jour sont très importantes. Est-ce que ça se fait automatiquement? Parce qu'on n'a pas des gens qui sont très techniquement formés, donc est-ce qu'il y a des automatisations? Et après, l'autre question, c'est vu que c'est libre, dans quelle mesure, en fait, un projet qui est mis en ligne, qui est une bonne idée, pourrait pas être complètement piqué
quelqu'un qui aurait plus de moyens marketing justement pour le vendre et récupérer une idée existante. Bah, ça change rien du monde classique, hein. Tout le monde peut récupérer l'idée de quelqu'un et la refaire parce qu'il a plus d'argent. Au contraire, je pense que l'avantage, c'est que tu mets en avant, comme tu disais juste avant, que la valeur ajoutée. C'est-à-dire que tu perds pas du temps à refaire quelque chose qui a déjà été fait. Tu mets que ta valeur ajoutée en fait. Donc finalement, ça sert à rien que quelqu'un te dit qu'il a rien du tout. En fait, très souvent, on voit pas aussi les systèmes qui sont internes. Airbnb, on peut vous présenter la marketplace, tout l'algorithme et l'intérêt de l'algorithme, c'est la puissance de la recherche et toute la gestion derrière. En fait, finalement, tout ce qui est les services visibles, c'est pas la secrète sauce des boîtes, c'est ce qu'il va y avoir dedans et ce qui va faire l'âme de la boîte souvent. Après, pour répondre justement à la première question, au niveau de la sécurité et de la mise à jour, l'outil, on va dire, va vous permettre effectivement de mettre à jour en un clic. Donc ça, c'est assez simple. Selon l'outil que vous avez des mises à jour qui peuvent être automatiques, d'autres non. Il y a des outils qui sont plus ou moins complexes et des outils qui sont plus ou moins adaptés aux personnes en fonction. Je vous cache pas, quand j'utilise Bubble, il y a un niveau d'expertise, un petit niveau d'expertise à avoir, mais ce qui n'est pas le cas de tous. Et on peut commencer progressivement. Ça aussi, c'est intéressant. Ok. Tu as fait 2 fois, je sais pas. Et la compatibilité, ça génère pas des bugs? Non. En fait, très souvent, c'est fait pour et vous avez des systèmes pour vérifier que ça génère des bugs ou pas. C'est plus sur la sécurité en fait, le côté comme tu vois pas ce qui se passe derrière. Si c'est un open source à la rigueur, on va dire que quelqu'un peut le voir. Mais si tu accèdes à un outil comme ça qui n'est pas open source, au final il peut te mettre n'importe quoi, il peut récupérer une partie des datas, voire faire de l'analyse de ce que tu fais. Et... Alors le sujet c'est que, ça c'est une question intéressante, il y a vous êtes propriétaire intellectuel de ce que vous faites, par contre l'outil que vous utilisez, la technologie est propriétaire du système en lui-même. Très souvent tout est fait pour que les données vous appartiennent, donc les données vous appartiennent, ne peuvent pas faire n'importe quoi avec. Après la sécurité vous pouvez les mettre en place, je ne peux pas vous dire effectivement que quelqu'un ne peut pas accéder à votre back-office, mais c'est à vous de mettre les sécurités nécessaires ou pas. Oui, c'est un outil propriétaire. Attention, il y a des outils qui ne sont pas propriétaires. Ça peut arriver, ils sont plutôt rares. Les outils open source sont plutôt rares parce qu'ils demandent plus de complexité et du coup plutôt côté low-code. Donc tu développes ton appli, tu veux la garder 10 ans, pendant 10 ans tu payes 2 mois. Ouais, ça vous permet de lancer un produit qui ne vous coûte pas 150 000 € d'un coup. En fait, pour moi, ça va dépendre. Effectivement, ça peut être une phase 1. Après, moi, je vous dis, j'ai 10 000 utilisateurs. Je paye à la fin, à la toute fin, je paye 5 à 6 000 € par an. Ça représente très très peu de mon CA. Il faut voir... Oui, c'est tout compris. Après, attention, ça va dépendre de l'outil. Il y aura d'autres sujets aussi. C'est que pour moi, si effectivement le coût scale, donc le passage à l'échelle est un vrai sujet, parce qu'effectivement c'est une des limites, il faut l'imaginer autrement. Ça peut être un très bon sujet pour arriver à la première, à la 3e année de votre boîte et ensuite changer. Parce que changer en code quand vous connaissez tous les points d'impact et ce qu'il faut moduler, c'est beaucoup plus simple. Ou faire une stack hybride. C'est vrai que t'es captif. Sur un parti, oui. Mais bon, au moins tu as lancé quelque chose. Moi c'était toutes ces questions justement autour du RGPD, de l'apparemment c'est en train d'évoluer. Ouais. Moi c'était vraiment une question. C'est le cas maintenant. Ça coûte rien, c'est vrai que si on met bout à bout tous les abonnements mensuels, ça fait quand même un petit ça coûte pas 30 000 € d'un coup, mais c'est comme il disait, sur 10 ans, ça peut coûter... On ne restera pas 10 ans sur du no-code, parce que dès qu'on a trouvé le truc qui marche, on veut le développer de son côté. Alors c'est là où justement je suis pas d'accord. Ouais. C'est pour moi, en fait avec le no-code, on accélère nos cycles de développement beaucoup plus rapidement aussi. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'ai une team de développeurs no-code. J'en ai 2. L'équivalence de 2, ça représente une équipe de 10 en termes de code. Le coût que je gagne, c'est un coût, effectivement, vous allez pouvoir me dire, oui, tu le pars sur l'outil. Je paye 500 € d'outils je paye 500 € sur l'outil Bubble. Alors effectivement, j'ai d'autres outils d'un côté, mais ça économise les coûts que je pourrais payer sur d'autres sujets. C'est une coût de répartition. C'était juste en disant que ça ne coûte rien au démarrage, c'est vrai que par exemple 500 € par mois, alors c'est parce que toi tu dois être sur une base. Oui, une grosse base, oui. Mais il y a toujours ça, plus ça, plus ça, Maker, plus Webflow, plus Bubble, plus... C'est ça. Des coûts, En fait, il ne faut pas croire que l'entrepreneuriat, quand vous avez du succès et reste gratuit, c'est impossible. Mais il faut que... En fait, par contre, c'est une économie de coût, en fait. C'est que vous avez un coût d'échelle et au bout d'un moment, effectivement, si vous avez ce que vous économisez au début, vous allez au bout d'un moment le payer un peu plus tard. Mais c'est une logique de but. Pour le coup, c'est plus le sujet maintenant. Maintenant, c'est en train de changer. Ouais. Moi, il y a 4-5 ans, Là, c'est bon. Là, c'est totalement réglé. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci.